Bonjour, en période de campagne présidentielle, présenter un journal de 20 heures, c'est manipuler de la nitroglycérine, tant chaque image, chaque décision, chaque mot semble entouré de dangers et de poisons. Les 3 juges d'instruction vont convoquer les proches du président, sa fille, Bernadette, et peut-être même demander sa propre audition. Ça vaudrait pas le coup de faire un bilan de toutes les gamelles que Chirac traîne derrière lui depuis des mois? C'est terrifiant quand même, non? Simon? Je suis pas sourd. Mais je pense que c'est une connerie. Une connerie? 2,5 millions de francs en liquide pour payer ses billets d'avion? Il me semble que tout électeur normalement constitué devrait trouver honteux que Chirac puise dans les fonds secrets pour payer ses vacances à l'étranger. Mais tu plaisantes. L'honnêteté de Chirac n'intéresse personne. Alors, par recherche de l'audience ou par partialité politique, un journal télévisé peut-il influer sur un résultat électoral? C'est la thèse du téléfilm Poison d'avril, dont on vient de voir à l'instant un extrait et que diffusait Arte il y a quelques jours. Poison d'avril qui retrace l'histoire de la campagne présidentielle, la précédente, évidemment, celle de 2002, vue dans une rédaction audiovisuelle. Avec nous, Luc Martin-Gousset, vous êtes le producteur de ce téléfilm. Et face à vous, donc, quelqu'un qui manie de la nitroglycérine tous les soirs, David Pujadas, puisque vous présentez... Je ne sais pas si j'utiliserai cette expression. Vous le direz dans le débat, puisque vous présentez le journal télévisé, comme chacun le sait, tous les soirs sur France 2. Vous le présentiez d'ailleurs déjà en 2002. Mais nous allons commencer avec vous, Sébastien, puisque votre cerveau a été alléché par une friandise inattendue. Oui, parce que dimanche dernier, le journal télévisé de 20 h sur TF1 s'ouvrait sur une information qu'on pouvait trouver, somme toute, assez banale, mais dans laquelle, vous allez voir, s'était glissée une petite originalité. La pollution donc en Bretagne, des galettes d'hydrocarbures et des sachets de gâteaux mazoutés s'échouent depuis vendredi sur les plages des Côtes-d'Armor et du Finistère. Est-ce que j'ai bien entendu des sachets de gâteaux mazoutés? Pour moi, une marée noire, c'est un bateau qui fait naufrage, il y a une nappe de fioul, il y a des galettes de mazout, mais des sachets de gâteaux mazoutés, est-ce que j'avais pas rêvé? Les opérations de ramassage des centaines de sachets de gâteaux mazoutés et des quelques galettes de fioul se sont poursuivies toute la journée sur les 9 plages de Loquirec. Ah non, j'avais pas rêvé, c'était bien des sachets de gâteaux, des jolis petits sachets de gâteaux mazoutés. Pour moi, ce qui est mazouté dans une marée noire, c'est plutôt les oiseaux. Alors, heureusement ou malheureusement pour les oiseaux, parce que c'est quand même triste, bon, il y avait la traditionnelle tarte à la crème de la marée noire, qu'est l'oiseau mazouté, on lui donne son bain, on explique combien on en recueille, mais, faux espoir, quelques instants plus tard, rebelote. L'hydrocarbure qui arrive sur les plages maintenant, est-ce que c'est les fioul de soude du Napoli? Est-ce que c'est un fioul d'un navire qui a dégazé au large, sachant qu'il y avait un navire en difficulté? Et là, on le voit à l'image, le sachet de gâteau mazouté a définitivement supplanté l'oiseau mazouté dans l'imaginaire et même dans l'image de la marée noire. On voit des plans rasants, on en voit des plans du dessus, on voit tous ces petits sachets très jolis. Il y a quelque chose d'attirant à l'image, c'est différent, c'est nouveau. Alors, d'ailleurs, c'est tellement télégénique même qu'on peut en faire les 3/4 des images du premier sujet télévisé du journal de TF1 le dimanche soir. Donc, qu'est-ce qu'il y a de si particulier dans un sachet de gâteau mazouté qui fait qu'on peut être intéressé par ces images? C'est simple. Dans un sachet de gâteau mazouté, il y a un sachet et du mazout. Et du gâteau. Et du gâteau. Un sachet, c'est pas intéressant. On ferait un sujet télévisé sur des sachets de gâteau sur une plage, ce serait pas du tout intéressant. Du mazout, c'est pas très intéressant non plus. On a déjà vu des plages mazoutées. Mais dans l'association entre les deux, c'est là que ça devient intéressant. Parce qu'il y a une zone dans le cerveau qui s'appelle l'aire visuelle associative et qui a justement pour fonction de mettre ensemble des objets qu'on a déjà vus séparément, mais qu'on n'a jamais vus ensemble, et surtout qu'on n'imaginait pas pouvoir voir ensemble un jour. Et ce qu'on a découvert il y a quelques années, c'est que dans cette zone du cerveau, eh bien, il y a beaucoup de ce qu'on appelle des récepteurs des opioïdes endogènes. Les opioïdes endogènes, qu'est-ce que c'est? C'est des molécules fabriquées par l'organisme et qui sont analogues à la morphine et à l'opium. C'est-à-dire que quand vous allez activer votre aire visuelle associative en voyant des sachets de gâteaux mazoutés, eh bien, vous allez avoir l'équivalent d'une mini-dose d'héroïne, de morphine. De morphine. Et donc, un petit plaisir comme ça, fugace, en voyant ces images, somme toute assez innocentes. Alors finalement, c'est un petit peu ce qui explique l'attrait des images où on voit se télescoper des éléments très différents qu'on n'imaginait pas voir ensemble. Par exemple, de la neige à Biarritz. On connaît Biarritz, on connaît la neige. Non, la neige à Biarritz, c'est différent. Ou alors les images du 11 septembre. Qu'est-ce qu'il y a? On sait ce que c'est qu'un avion. On a tous vu un avion. On a tous vu une tour. Mais pour la première fois, on voit un avion dans une tour. C'est l'aire visuelle associative et les opioïdes endogènes qui entrent en jeu.
Vous ne saviez pas que vous administriez la morphine à vos téléspectateurs quand vous leur montriez des sachets de gâteaux mazotés. Oui, mais je penserai aux opioïdes endogènes désormais. En présentant la prochaine image. Voilà. David, une très brève image internationale sur laquelle vous auriez aimé en savoir davantage. Ouais, mais avant je vais commencer par une devinette. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une brève historique? Ben regardez, c'est rapide. Et puis, pour la première fois depuis la création de l'État d'Israël, un arabe musulman, un député travailliste, 53 ans, a été appelé à siéger au gouvernement. Il occupe un poste de ministre sans portefeuille. C'est une décision historique importante en faveur de l'égalité et de la paix dans la région, a affirmé le chef du parti travailliste israélien. C'est une brève historique, c'est historique, mais c'est quand même une brève. Alors comment on résume un fait historique rapidement? Il y a 3 images dans ce sujet, elles sont assez simples. Le ministre, on va vous le montrer, le premier arabo-musulman dans un gouvernement israélien, on vous le montre au téléphone, c'est normal, un ministre, ça téléphone. Ensuite, on va vous le montrer en interview devant un très très beau vaisselier, parce que ça donne des interviews, un ministre. Et puis, il y a l'image la plus touchante, la plus intéressante, celle qui a déclenché ma chronique, c'est cet ajustement de cravate, sans doute par son épouse ou peut-être son directeur de cabinet, qui sait, très belle cravate aux couleurs israéliennes, bleues et blanches, et ce sourire de rentrée des classes, d'intégration, on dirait presque une image en France d'un ministre qui serait délégué à l'intégration ou qui s'intégrerait pour la première fois dans un gouvernement. Alors cette image, c'est une première et en même temps, elle me laisse moi sur ma faim. Par exemple, c'est un événement historique, je me serais demandé, mais comment s'appelle l'événement historique ? On ne nous a pas donné son nom. Alors il s'appelle Galeb Majadele. Donc c'est une information qu'on aurait voulu avoir. La deuxième information qu'on aurait voulu avoir, c'est éventuellement comment on devient le premier ministre arabo-musulman de l'histoire d'Israël. Et c'est une information qu'on n'a pas non plus. À quels équilibres politiques tout cela correspond? Non, parce que c'est une brève historique. Et une brève historique, ça dure 30 secondes. Surtout que derrière, il y avait la loi anti-tabac. Et que la loi anti-tabac, on ne peut pas rivaliser avec, même quand on est une brève historique de 30 secondes. Mode d'emploi de la brève historique. Yulia, sur un sujet très délicat, une série canadienne qui fait un malheur, comme on dit. Oui, la série s'appelle La petite mosquée dans la prairie, clin d'œil à un célèbre feuilleton américain et qui fait un vrai tabac d'audience sur la chaîne canadienne CBC. Alors, sauf qu'au lieu de Charles Ingalls, vous allez voir Yasser, un père de famille, qui essaie d'implanter une mosquée en milieu d'un petit village canadien en pleine prairie. Et la tâche s'avère très très difficile. Alors la scénariste en question de la série, c'est Zakra Nawaz. Elle raconte avec humour, se basant sur sa propre expérience, les rapports méfiants entre les musulmans et les occidentaux dans le monde post-11 septembre. Comme par exemple dans cet extrait où le nouveau imam essaie de prendre l'avion et de se rendre dans ce fameux petit village. No, don't put that on. I've been planning this for months. It's not like I dropped a bomb on him. No, if Dad thinks it's suicide, so be it. This is Allah's plan for me. Oh my. I'm not throwing my life away. I'm moving to the prairies. To run a mosque? Step away from the bag. You're not going to paradise today. Excuse me. Vous imaginez bien, les mésaventures de l'imam ne s'arrêtent pas là. Malheureusement pour lui, il a aussi le sens de l'humour. What's the charge? Flying while Muslim? No, that's not the charge. I was joking. Muslims around the world are known for their sense of humor. I did not know that. That was another joke. Oh. What is that? Some kind of signal? No. That's because you didn't get the... You lived for over a year in Afghanistan. I was volunteering with a development agency. Why did you leave your father's law firm? While I was in Egypt doing my Islamic studies, I found my true calling. Explosives? Yeah, explosives. Look, I am going to the town of Mercy to work as an imam. You know, like a priest. Hold on, I can prove it. I have the ad that I answered for the job. Voilà, il lève les mains, mais dans cette série, il ne s'agit pas que parler de ces fameux policiers post-11 septembre. Il s'agit aussi de parler des dissensions au sein de la communauté musulmane, comme par exemple dans ce prêche de l'imam qui voit de l'alcool partout caché par les vilains canadiens et les américains. Et on voit aussi que ses fidèles ricanent face à ces prêches un peu trop poussés. Mais il y a aussi les journalistes qui sont visés également dans cette série, ces fameux journalistes qui voient les terroristes surgir de chaque coin de rue et qui sont à l'afflux du scoop. Are you denying that you're a terrorist? What?
You hired a terrorist? I did not hire a A terrorist. very good-looking one, mind you. Good-looking terrorist. Isn't that an oxymoron? Who are you people? Where's Yasser? Assalamu alaikum. I am Yasser Hamoudi. And this is my wife, Sarah, my Hi, beautiful I'm daughter, Sarah. Rayan. This is Rayan. Welcome to our little mosque on the prairie. Yasser, we need to talk. That message on your machine about blowing people away. Yes, Oh, yes, yes. I know. I told him the same thing. You've got to change People that. love the message. Wait, but blowing people away? Are you part of a sleeper cell? Don't answer that. Well, what is your connection to Al Qaeda? What is your connection to journalism? All right, Good you know one. what? Show's Yes. over. Let's go. Are you from Saudi Arabia? No, I'm from Toronto. Toronto? Even better. This story is huge. Okay. Alors, c'est vrai, les psychoses de l'après 11 septembre sont mises en boîte, on vient de le voir. La communauté musulmane est mise en boîte. Il n'y a eu aucun grincement de dents, ni de certains musulmans, ni de certains islamophobes. En fait, bizarrement, tout le monde est heureux, tout le monde est content. Les musulmans ne se sont pas du tout présentés. Et d'autre part, les médias non plus ne l'ont pas sorti. N'ont pas Oui, parce que les journalistes aussi sont un peu ridiculisés, comme on vient de le voir dans la dernière Juste séquence. légèrement. Mais ils l'ont pas mal pris non plus. Et d'ailleurs, comme on a pu remarquer sur le plateau de CNN, où les journalistes étaient totalement ravis de la série. David Moi, je suis sûr que les esprits sont mûrs pour que ça soit accepté. C'est très important cette série parce que, effectivement, les musulmans se moquent du regard souvent caricatural qu'on a sur eux, mais ils se moquent d'eux-mêmes aussi. Les musulmans rient d'eux-mêmes dans cette série et c'est ça qui est très important parce que ça les rapproche énormément de nous dans cette attitude-là. David Abiker, à propos de rire de soi-même, un nouveau jeu télévisé. Voilà, jeudi dernier, il y a 10 jours, j'ai regardé À vous de juger. Un À vous de juger avec François Fillon et François Hollande. Et ça commençait comme un À vous de juger normal. Hein. Sauf qu'à un moment, chaque champion soutenait son candidat. Et puis à un moment donné, Arlette Chabot a changé un peu la règle du jeu. Elle leur a posé des questions, mais d'une drôle de façon. Car de temps en temps, il y a des phrases prononcées soit par Ségolène Royal, soit par Nicolas Sarkozy, qui sont peut-être a priori pas si éloignées, même si derrière il y a des choses effectivement différentes. Je vous propose de dire cet exercice du qui a dit cette phrase. Première phrase, il est temps de redonner au travail toute sa valeur. Ségolène Royal, Nicolas Sarkozy, qui l'a dit, à votre avis? Ségolène Royal l'a dit, mais il se peut que Nicolas Sarkozy l'ait dit aussi. Les deux ont pu le dire. Alors là, on va pas pouvoir faire longtemps. Alors effectivement, c'est la phrase de Ségolène Royal. Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy. De redonner au travail toute sa valeur. Je veux proposer aux Français une politique dont le but principal sera la revalorisation du travail. Deuxième phrase, qui a prononcé cette phrase? Je veux être le ou la candidate qui soutiendra les entrepreneurs. Ségolène Royal, Nicolas Sarkozy. Il faut dire clairement qu'en contrepartie de toute ressource, il y a un travail ou une formation utile. Ça peut être dit. On a compris. On en a eu, non, il faut le dire. Mais je crois que c'est intéressant parce qu'il y a des Français qui se disent, tiens, j'ai l'impression qu'ils disent parfois la même chose. Alors voilà, c'est une séquence assez savoureuse parce que déjà les deux candidats, ils sont pas très contents qu'on exhume les positions communes de leurs candidats respectifs. Ils sont pas candidats. Enfin, si, ils sont candidats au jeu, oui. Voilà, on peut dire ça comme ça. En tout cas, François Fillon et François Hollande, bon, ils l'ont un peu saumâtre. Et puis ce qui est aussi savoureux dans cette séquence, c'est qu'elle m'en a rappelé une autre sur une autre chaîne. Alors c'est un peu la même chose. Il y a deux candidats, ils sont connus, la CKW et Henri Salvador, et on leur pose des questions. Alors c'est un peu le même habillage. Vous voyez les petits losanges, on les retrouve aussi. Pas Kawe, David, c'est Koé. Koé, pardon. Et on les retrouve aussi entre Ségolène et c'est pas des losanges, Nicolas c'est des hexagones. C'est des hexagones, oui. Et on va retrouver aussi le petit chronomètre qui est dans Qui veut gagner des millions. On va le retrouver aussi dans À vous de juger. Alors cette façon de procéder, elle est assez ludique et puis c'est assez amusant pour rappeler qu'effectivement Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy, ils ont des points communs, des discours communs. Et en même temps, il y a une façon de jouer avec la politique qui tendrait à dire que finalement ces partis de gouvernement, ils disent tous la même chose, ce qui pourrait faire aussi le jeu des extrêmes. Alors moi, ma suggestion, ce serait de proposer de faire le jeu des 7 différences et puis on l'appellera, je sais pas moi, Qui veut gagner des millions d'électeurs. La prochaine fois. La prochaine fois. David, grand spécialiste de Koé, une idée de mise en scène possible pour le 20h, ça? Pour rajeunir un peu le 20h, allez, introduire un peu de gaieté dans tout ça. Pourquoi vous le trouvez vieillissant? Non. Non, je sais pas. Non, je crois pas. C'est bien pour les émissions. Pour le 20h, il faut garder le cadre. Le sérieux. Voilà.
Alors, à propos du 20h, justement, on va y venir, c'est le dossier de cette émission. En période électorale particulièrement, plus que d'habitude, les 20h des grandes chaînes sont regardés à la loupe. Sont-ils politiquement indépendants, impartiaux, neutres? Le souci de l'audience leur laisse-t-il le loisir de traiter les problèmes avec pondération et sérieux? Un téléfilm récemment diffusé sur Arte, Maya Neslovic, offrait une image peu reluisante du 20h. Voilà, alors ceux qui l'auraient raté, je vais raconter un peu l'histoire. Donc on est à quelques mois de l'élection présidentielle de 2002 et l'action se déroule dans une grande chaîne imaginaire. Alors on voit le logo mais on ne connaît pas son nom. Et alors on va suivre donc les conférences de rédaction, le choix des sujets, le montage et la préparation du 20h qui est présenté par une jolie dame blonde. Alors dans cette chaîne sans nom, l'ambiance est un peu tendue puisque le directeur de l'info a été viré pour être remplacé par un transfuge de TF1 venu booster l'audience. Et alors lui, il est vraiment très pourri et sans scrupules et il est censé symboliser à lui tout seul les dérives de la course à l'audience. Alors la chaîne et les personnages sont fictifs, mais le film colle quand même à la réalité avec des extraits des vrais JT de TF1, France 2 et France 3 de l'époque et notamment les nombreux sujets consacrés à l'insécurité avec en point d'orgue de l'emballement l'affaire Papivoise du nom de ce vieil homme agressé 2 jours avant le 21 avril qui avait donc vu Jean-Marie Le Pen accéder au second tour de l'élection présidentielle. Alors tout de suite, Maya, un premier extrait du téléfilm. Voilà, alors on plonge en fait dans la vie de la rédaction et dans la vie d'une rédaction d'une grande chaîne. Il y a un moment important, c'est celui de la conférence de rédaction. C'est là où le chef d'édition, les chefs de service, le présentateur et les journalistes décident des sujets qui seront traités dans le journal du soir. Et voilà ce que ça donnait dans le film. Conférence du 20h, merci de venir à la conférence du 20h. Politique, société, culture, santé, sport, le service économique et social au complet, s'il vous plaît. Il faut couvrir les obsèques du policier. Non, c'est pas mon sport favori, les enterrements. Tu travailles sur quoi en ce moment? Le boom des livraisons de pizza à domicile. Alors tu peux faire les deux. On pensait envoyer une équipe sur les réfugiés albanais qui dérivent au large de l'Italie. Ah, on peut, oui. Mais il y a tellement de choses à faire en France. Des choses qui concernent directement les gens. Non, franchement, on va perdre notre temps et notre pognon. Je suis sûr que ça va marcher. Le Viagra, ça va marcher. Sûrement, mais je m'en fous. Il faut pas que tu t'en foutes. Putain, on veut faire quoi? Des trucs qui marchent pas? Alors, le Viagra contre les réfugiés albanais, ça pouvait paraître totalement caricatural, sauf que il semble que William Carell, donc le réalisateur de ce film, il semble qu'il ait trouvé sa source d'inspiration à France 2, où il avait passé quelques mois pour tourner un documentaire. C'était en 99. Ça s'appelait Le journal commence à 20h. Et voilà à quoi ressemblaient ces fameuses conférences de rédaction. L'édition de 20h, s'il vous plaît. Le service économique et social, s'il vous plaît. Conférence de prévision. Monsieur Pizza. Ouais. Alors l'idée c'est à la fois le développement de la livraison de pizza à domicile, tout ce marché qui s'est créé. Et puis il y a aussi la pizza à l'ancienne, le restaurant, la pizzeria. On peut envisager 2 sujets là-dessus. Est-ce que vous êtes intéressé par Tchernobyl, le 26 avril? Moi, ça m'enthousiasme pas parce que c'est toujours pareil. Quand je veux dire, c'est comme l'an dernier. Tu vois, tellement de choses à faire sur l'environnement en France. Tu vois, les trucs qui concernent les gens directs. Moi, franchement, aller à Tchernobyl, on voit un an, 12 ans après où ça en est par rapport à où ça en était 11 ans après. Je dis, on perd notre temps. On perd du pognon, on perd notre temps. Je veux dire, les lunettes de soleil, je suis sûr que ça va marcher. Tu vois, les maillots de base, ça va marcher. Oui, d'accord, mais ça m'étonne pas. Mais oui, mais putain, attends, on veut faire quoi? Des choses qui marchent pas? Alors, en 99, c'était pas le Viagra, c'était les lunettes de soleil, mais il faut dire que le Viagra n'existait pas encore. Alors, on le voit là, William Carell, dans cette fiction, c'est directement, très directement inspiré du documentaire qu'il avait tourné en 99. Alors, pour qu'on sache bien de quoi on va parler dans cette émission, la rédaction dans laquelle se situe Poison d'Avril, c'est France 2 ou c'est pas France 2? C'est pas France 2, c'est une rédaction possible. Une rédaction possible, c'est ni France 2, ni TF1 d'ailleurs. Enfin, il s'est quand même très très directement inspiré de France 2. De sa source. Il faut rappeler d'ailleurs, il avait fait France 2 parce que TF1 lui avait dit non. Absolument. Il faut revenir sur ce que ça a été. De même que David Pujadas est là aujourd'hui, puisque les présentateurs de TF1 depuis plusieurs années ne veulent pas venir. Donc merci David Pujadas. Donc c'est le premier élément. Après,
l'ensemble, alors il s'est inspiré dans le matériau des dialogues de son expérience à France 2, mais il est clair que l'ensemble des sujets qui sont utilisés, auxquels on fait référence, ils sont pris à TF1, à France 2, à France 3, même aux France 3 Régions. Donc c'est la télévision, c'est l'information à la télévision. D'accord. Et alors, non, juste sur l'extrait, sur l'extrait, cet affrontement caricatural entre ceux qui veulent promouvoir des sujets comme les lunettes de soleil ou le Viagra et les malheureux qui rament pour caser quelques minutes sur les réfugiés albanais. Ça se passe comme ça, les conférences de rédaction? Écoutez, en tout cas, l'extrait qu'on a vu, pas du film, hein, mais du documentaire, moi, ça fait 6 ans maintenant que je suis à France 2, j'ai jamais entendu un langage aussi caricatural. Il faut faire, c'était quoi, les matelas pneumatiques, non, ou les lunettes de soleil et les maillots de bain. Et les maillots de bain, ça va marcher, ça va marcher, je sais pas. Enfin, moi, je vous le dis sincèrement, je n'ai jamais entendu ça depuis que je suis là. Peut-être les choses ont changé, tant mieux. Mais en tout cas, moi, je dirais simplement, pour avoir participé à de nombreuses conférences, c'est vraiment le faux débat par excellence en plus. Il faut et Tchernobyl et les lunettes de soleil, enfin peut-être pas pour le journal de 20h qui traite quand même pas ces sujets-là, mais il faut à la fois évidemment des sujets au plus près des gens. Ça peut arriver, hein, franchement. Les lunettes de soleil? Oui, enfin les vacances en général, les vacances à la mer, les vacances au ski. Évidemment, les vacances, bien sûr. Non mais les vacances c'est un vrai sujet. Les lunettes de soleil, bon, je suis pas sûr qu'on fasse ça à 20h. Mais en tout cas, il faut et ces sujets-là, et Tchernobyl, il faut les deux. Et le vrai problème, c'est pas est-ce qu'il faut l'un ou l'autre, c'est comment on les fait. C'est-à-dire avec quelle valeur ajoutée, avec quelles informations on les fait. Ça, c'est un vrai débat. Mais ce genre de débat caricatural, honnêtement, moi, j'ai jamais assisté. Et tant mieux, je ne veux jamais y assister. Et la phrase « ça va marcher », vous l'avez jamais entendue dans une conférence de rédaction? Non, j'ai jamais entendu cette phrase. On peut entendre des phrases, si vous voulez... oui, tous les gens en parlent, c'est un truc qui suscite beaucoup de curiosité chez les gens, on se demande vraiment comment ça marche, etc. Ça, on les entend, bien sûr. Ça veut dire la mais ça, même j'allais chose. dire, c'est normal. Non, ça ne veut pas dire la même chose. C'est quoi la différence? La différence, c'est que dans un cas, on est préoccupé uniquement par l'audience, et que dans l'autre cas, on essaye de rendre compte d'une préoccupation des gens. C'est quand même une importante différence. Tout à fait, mais que ce soit d'ailleurs pour l'information comme pour le documentaire ou n'importe quel programme, il y a forcément un point de tension au jour d'aujourd'hui en télévision entre la question de l'audience et la question ou d'informer, etc. Je vais vous Donc dire, on ne peut pas dire... Sur le journal de cette semaine, par exemple, on a décidé de faire un très gros dossier sur la dette publique. Avouez que ce n'est pas les lunettes de soleil, c'était la plus forte audience du journal. Tout ça pour vous dire qu'on ne sait pas, nous, ce qui va marcher, comme disait... comme on l'entendait, ou pas marcher. On ne le sait pas. Alors, on va poursuivre on va continuer à regarder votre téléfilm. Alors, il y a des... Bon, je disais, l'image qui est donnée des journalistes d'une rédaction audiovisuelle est pas flatteuse, c'est le moins qu'on puisse dire. Et il y a notamment un passage où ils sont carrément accusés de manipulation très, très malhonnête. Voilà, c'était un moment où les sujets sur l'insécurité, les banlieues se multiplient. Et alors, dans la scène qu'on va voir, c'est un journaliste peu scrupuleux qui monte un sujet pour lequel il est allé interroger les habitants d'une cité sur leurs sentiments envers les immigrés. Non, mais entre nous, on n'a pas de problème, quoi. Ça se passe bien. Nos gamins jouent ensemble. Et puis bon, on a toujours été voisins et il n'y a pas de souci. Ils sont vraiment très très bien intégrés. Et par contre, bon, je pense que s'ils avaient le choix, je crois que leur vœu le plus cher, ce serait qu'ils retournent chez eux. Tu peux me remontrer ça? Il n'y a pas de souci. Passe. Je crois que leur vœu le plus cher, ce serait de... Voilà. Tu fais un point d'entrée ici, à partir de qu'ils retournent jusqu'à chez eux. Montre. Qu'ils retournent chez eux. Ok. On peut pas tout garder, faut faire court. Le petit dernier, c'est un vrai voyou, un chacal. La voisine lui a confié son chat pendant les vacances, il l'a balancé par la fenêtre. Ils égorgent les moutons dans la cage d'escalier. Qu'ils retournent chez eux. Il m'avait brûlé ma voiture. La police d'assurance va jamais couvrir ça. On va essayer de vendre et puis partir. Tu as choisi comment tes témoins? En banlieue. C'est vaste la banlieue. Neuilly ou la Courneuve? T'aimes pas? Pas trop. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de ça? C'est de la merde. Façon de parler. On avait dit pas de micro-trottoir. Micro-trottoir, c'est la télé qui fait le trottoir. C'est comme ça qu'on fabrique les micro-trottoirs? Alors là, on peut pour le coup soupçonner William Carrel d'avoir voulu faire de l'audience. Non, là, on est dans le grand guignol. C'est un gag, mais je pense que lui-même ne prétend pas avoir vu ça ou que ce soit. C'est totalement impossible, mais quand vous voyez ça, vous dites, bon, c'est de
c'est du pur délire. Enfin, imaginons seulement qu'un journaliste soit malhonnête, sans foi ni loi, au point de se livrer à des manips pareilles. La monteuse qui monte le truc, elle-même, en premier, dirait je fais pas ça. C'est comme tout travail de fiction et de séquence de fiction. Non, mais indépendamment. Non, mais cet exemple-là, ce paroxysme-là de malhonnêteté, est-ce que vous avez eu connaissance d'un cas? Non, ça se dit. C'est-à-dire que c'est le principe même du montage. Mais la question. Non. Le principe du montage, c'est pas de faire dire aux gens le contraire de ce qu'ils veulent dire. C'est de résumer ce qu'ils veulent dire. Non. La question de cette séquence-là, si on prend au pied de la lettre, n'est pas très intéressante en tant que telle. Là où elle est intéressante, c'est dans l'ensemble de sa dynamique de séquence. Qui parle, qu'on manipule. Donc c'est la question de la manipulation. Là, c'est central. Non, attendez. À partir du moment où on laisse des comportements comme ça, où on laisse entendre que des comportements existent, on trompe les gens. Parce qu'honnêtement, même dans la pire des pires de je sais pas quelle télé, vous ne trouverez pas ça. Et moi, je dois dire, franchement, en 12 ans d'arrêt sur image, et Dieu sait si on les, Dieu sait si on les traque, les histoires comme ça, et si on en avait trouvé une, évidemment, on en aurait fait un dossier dans arrêt sur image. J'ai jamais vu un truc aussi malhonnête. Voilà. Non. Là-dessus, oui, mais l'utilisation d'un sujet qui a été tourné 6 mois avant qu'on utilise pour dire quelque chose, des témoins qui sont... vous avez fait une émission spéciale sur l'affaire Allègre, vous avez fait des émissions comme ça, on n'était pas loin de ce genre de comportement, ne nous racontons pas de... Il y a une grande différence quand même entre... C'est ce que dit Daniel, c'est-à-dire faire dire à quelqu'un le contraire de ce qu'il a voulu dire. Là. Oui, enfin, voilà. Bon, enfin bref, disons que vous avez voulu caricaturer pour dénoncer... D'ailleurs, qui se finit sur une interrogation extrêmement intéressante, qui est l'utilisation du micro-trottoir, indépendamment de savoir si on manipule la question du micro-trottoir. Ça, c'est une autre question. La séquence, mais qui est l'aboutissement de la séquence qui dit c'est quoi ces micro-trottoirs et qui pose cette question-là. Or, le micro-trottoir est quand même un des matériaux de l'information aussi, donc faut pas... Et il y en a beaucoup dans le journal de France 2. Franchement, vous trouvez que ça se justifie, le micro-trottoir, dans un journal télévisé? Si vous faites une enquête sur la façon dont on vit dans une cité, il est évident que vous allez interroger les gens de cette cité. Vous pouvez appeler ça micro-trottoir si vous voulez. Oui, mais c'est pas seulement sur ces sujets-là. C'est pas seulement sur ces sujets-là. Vous dites quelqu'un dans une cité, vous vous dites il ne faut interroger que le maire, que le médecin, que des institutionnels, entre guillemets, à mon avis, vous faites fausse route. Non, mais si David Pujadas, le tout venant du micro-trottoir, c'est pas la vie dans les cités. Le tout venant du micro-trottoir, c'est l'exemple qui est pris. L'essence a augmenté. Est-ce que vous trouvez ça bien? Non, on ne trouve pas ça bien. Il y a de la neige. Est-ce que vous trouvez que c'est froid? Oui, c'est froid. Enfin, bien sûr. Oui, qui ne serait pas d'accord avec vous? Qui ne serait pas d'accord avec ça? Mais si vous faites les conditions de vie à Kaboul, vous allez avoir envie d'entendre l'homme de la rue à Kaboul. Et si vous faites les conditions de vie dans une cité, vous allez quand même avoir envie d'entendre les habitants de cette cité. Ça, je crois que c'est... Alors, le thème central de votre film Poison d'avril, dont je rappelle qu'il se situe en 2002, et le thème central, c'est l'emballement au cours de la campagne présidentielle de 2002, autour de la question de la sécurité, Maya. Voilà, et parmi les nombreux faits divers traités durant toute cette période, il y en a un qui avait particulièrement marqué les esprits, c'est l'affaire Paul Voise, donc du nom de ce vieil homme agressé, et dont les images du visage tuméfié de la maison en cendres avaient tourné en boucle 2 jours avant le premier tour. Alors, dans notre rédaction imaginaire, les avis sont partagés. Certains n'y voient qu'un fait divers sans intérêt, quand d'autres y voient un symbole. À Orléans, un homme de 72 ans a été roué de coups par 2 jeunes qui en voulaient à son argent. Ils n'avaient pas le sou, ils ont brûlé son pavillon. Le visage tuméfié par les coups, des traces de strangulation. Paul Voise est un miraculé. On a envoyé qui sur place? Personne. Vous êtes con, quoi. Excuse-moi, mais un vieillard un peu simplé, agressé par des jeunes qui lui brûlent sa maison, dans un quartier sensible... Forte population immigrée, c'est pas un peu trop? Mais c'est ça qui est formidable. Il va devenir le symbole de l'insécurité, de la violence gratuite. Mon papa, il vous dit de tout cœur et de tout son amour. Merci. C'est faux. Il a été frappé qu'au visage. On a le témoignage du médecin. Et puis je l'ai vu, moi, Papy Voise. Il a rien malgré ses hématomes spectaculaires. Il est même pas blessé, il marche comme toi et moi. Tu penses que la presse et toutes les télés s'y sont mis parce qu'ils sont aux heures de test? Pourquoi tu as fait ça? On n'a pas pu faire autrement que suivre les autres chaînes. Mais t'es con ou quoi? T'as lu l'éditorial du Figaro? Il est devenu l'incarnation vivante et exemplaire d'une France inquiète. Tu devrais avoir honte! Vos adversaires de gauche disent, oui, quand même, Jacques Chirac, il a servi un peu les idées de l'extrême droite en basant sa campagne sur la sécurité, sur le déclin de la France. Mais, monsieur Mazerolle, je regarde aussi, je vous le disais tout à l'heure, les journaux télévisés.
qu'est-ce que je vois depuis des mois et des mois, tous les jours, ces actes de violence, de délinquance, de criminalité. C'est bien le reflet d'une certaine situation. Et pas moi qui choisissez vos sujets. Alors, la peinture qui est faite de cet emballement, qu'on voit bien dans le petit montage qu'on vient de faire là, c'est-à-dire la manière dont la télé se réfugie derrière la presse écrite pour dire « mais si, c'est très important », dont les politiques se réfugient derrière le menu du JT pour dire « j'ai pas inventé quand même l'insécurité », est-ce que ça correspond à ce que vous avez vécu en 2002 au cours de cette fameuse campagne électorale très marquée par le thème de la sécurité? Non, pas vraiment. Si vous me demandez si vous pensez que dans certains journaux on en a fait trop sur l'insécurité, je vous dirais oui. Après on peut en parler, il y a des tas de raisons, etc. Mais que ça soit l'idée de se réfugier derrière la presse écrite ou je ne sais quoi, non, ça marche pas comme ça. Le Figaro le dit, donc on va faire le reportage. Non, vous avez surtout jamais le Figaro en fait l'incarnation, le symbole du... Honnêtement, non, ça marche pas comme ça. Mais alors aujourd'hui, 5 ans après, vous dites oui, il a pu nous arriver d'en faire trop sur la sécurité. Ah, mais je l'ai souvent dit, bien sûr. Je dis, il y a eu 4 ou 5 journaux où je pense qu'on a... 4 ou 5 Oui, je pense, 4 ou 5 éditions avec le recul, un peu en novembre. Je me souviens, on en avait parlé d'ailleurs, on en avait parlé à l'intérieur de la rédaction. On s'était dit, là, on donne une image quand même peut-être un peu sombre, un peu dure. Et puis une ou deux autres fois en février. Mais vous savez, il s'est passé plusieurs choses en même temps pendant cette période-là. C'est que cette question de l'insécurité, il faut bien le reconnaître, qu'on avait nous-mêmes, journalistes, sous-traités pendant des années, inconsciemment, sans se le dire, par peur de faire le jeu de Jean-Marie Le Pen, nous a sauté à la figure en quelque sorte, d'une part avec les statistiques de la délinquance qui étaient très mauvaises, d'autre part avec le fait que beaucoup de catégories sociales, les enseignants, mais même les policiers et les gendarmes, à un moment donné, ont manifesté, on dit on n'en peut plus, on n'y arrive plus. Et moi, ça ne me gêne pas de dire que je pense qu'il y a effectivement quelques journaux où je pense qu'il y en a eu un peu trop. Mais ça nous renvoie au fait que pendant des années, vous savez, c'est comme le refoulé en psychanalyse, vous le maintenez dans un coin, et puis à un moment donné, clac, ça vous pète à la figure. Il faut se souvenir de Lionel Jospin en train de dire oui, j'ai été naïf, j'ai pensé que l'insécurité, c'était pas un problème en soi. Il y a eu toutes ces choses-là. Mais pour vous, c'était une question, comme vous le dites, de retour du refoulé, c'était pas du tout la volonté de faire le jeu du candidat Chirac, par exemple, comme quand même le sous-entend le Poisson d'avril. Ça, c'est si, le film le dit un peu. Ça aussi, c'est un aspect sur lequel vraiment je m'inscris en faux. Pas du tout. Le film ne dit pas ça. Le film, il montre comment les journalistes construisent un univers. D'ailleurs, c'est pour ça que la fiction est intéressante. C'est qu'il montre comment l'insécurité est un choix de mettre des sujets au fur et à mesure. L'apothéose étant, parce que quoi qu'on en dise de Papivoise, 3 équipes différentes qui amènent Papivoise, à chaque fois habillées 3 fois différemment, dans une affaire qui n'est... Alors, c'est toute la question entre le fait divers et le fait de société. Est-ce que c'est un fait de société ou est-ce que c'est un fait divers? Moi, Papivoise, je le vois tel que nous, on l'a traité à France 2. C'est vrai qu'on n'aurait pas fait comme TF1, c'est-à-dire y revenir le lendemain. Bon, je pense que c'était un peu franchement exagéré. À France 2, moi, quand je vois ce Papivoise qui a suscité la mobilisation de tout son quartier, parce que c'est vrai qu'il avait des liens avec tout le monde, qu'on lui a cramé sa maison, etc., moi, je pense qu'il ne faut pas non plus banaliser ce genre de choses. C'est pas simplement de banaliser, c'est dire le symbole de l'insécurité, on avait accusé des jeunes. Et surtout cette méthode, qui est quand même très troublante, où chaque équipe de journalistes vient prendre Papivoise à l'hôpital et l'amène sur les décombres sans se poser aucune question, en redisant « il est racketté ». Et on a brûlé sa maison parce qu'il ne voulait pas donner de l'argent. Ça, cette information-là, aujourd'hui, personne ne peut la prouver. Donc, alors, pour répondre à votre question, journalistiquement, même aujourd'hui, mais sa maison a brûlé quand même. Oui, on ne peut pas dire que c'est parce qu'il était racketté. Parce qu'on n'a pas trouvé un seul coupable. Il s'est fait quand même, il a pris une bonne dérouillée visiblement, le malheureux vieillard. Je sais bien qu'il n'y a pas mort d'homme, mais enfin, il s'est quand même fait bien cartonner. Sa maison a brûlé. Visiblement, tout le quartier, il y avait un réseau de solidarité autour de lui. C'est montré même dans les reportages. Mais non, jusqu'à chaque fois, enfin, c'est pas anodin. Voilà ce que je veux vous dire. Alors attendez, on est au cœur du débat. Non, mais c'est intéressant. On est au cœur du débat et on voit bien tout le chemin qui reste. Mais personne n'a jamais dit ça, en tout cas à France 2, le symbole de l'insécurité ou je ne sais quelle fadaise. Mais c'est pas anodin. Non, personne ne l'a peut-être jamais dit. On n'en sait rien. On n'était pas dans les couloirs de la rédaction. Mais en même temps, si toutes les chaînes se sont précipitées, j'allais dire avec cette gourmandise sur Papivoise et sur cette image formidablement émouvante de ce vieillard qui est l'image même de l'innocence en défense violentée. Là, vous êtes dans l'interprétation et l'analyse, Daniel. D'abord, il y a des faits, c'est que ce vieux s'est fait
battre et qu'on a brûlé sa maison. C'est incontestable. C'est quand même pas anodin, pardon. Je sais qu'on a tendance à tout banaliser, à dire aujourd'hui, oh, finalement, c'est pas si terrible que ça. C'est pas anodin. David, est-ce que ça justifie d'aller le chercher et de le ramener sur place, chacun à son tour? C'est ça le journaliste, c'est ça informé. Mais c'est ça qu'on montre. Que si on fait un reportage sur les éoliennes, l'ingénieur, on va lui demander d'être devant une éolienne pour parler. Pas qu'il voit ce qu'il y a de sa maison brûlée. On va évidemment lui demander d'aller nous dire c'est là qu'il y avait mon lit, c'est là qu'il y avait mon truc, etc. Alors, on ne va pas, 5 ans après, faire l'enquête ici sur ce plateau de Paris sur l'affaire Papivoise. Alors, ce qui est intéressant à propos de votre téléfilm, c'est de se demander si aujourd'hui, quelque chose a changé dans la pratique professionnelle des 20 heures et si aujourd'hui, on est en campagne présidentielle, voilà, 5 ans après, est-ce que de tels emballements pourraient se reproduisent et si, alors, donc, pardon, je peux juste dire encore Papivoise. Non, mais on arrête Papivoise. Mais dans le film aussi, le directeur de la rédaction, clairement, il est engagé auprès de Jacques Chirac, en gros. Quand on lui dit, tiens, il y a les petites phrases de Jospin dans l'avion, il faut faire un truc énorme là-dessus, etc. Les affaires sur Chirac, non, il ne faut pas les traiter. Et ça, je veux juste dire. Comment il s'appelait à l'époque? Le vrai directeur de la rédaction de France 2 en 2002. Et c'était Olivier Mazerolle. Donc qui n'était pas engagé politiquement. Mais vous plaisantez. Je ne sais pas, je vous demande. Mais pas plus Olivier Mazerolle que Pierre-Henri Arnstam qui l'a précédé, que Carlette Chabot qui lui a succédé. Je veux dire, ce serait une blague de penser que quelqu'un puisse faire la campagne de quelqu'un. C'est très intéressant cette histoire, parce que d'abord, nous, on ne dit pas ça. On dit simplement que vous montrez un directeur de la rédaction très engagé politiquement. Non, pour être très précis. Il dit, on le voit dire, on ne va pas parler dans le JT des casseroles de Chirac. Que je sache, les journaux n'ont pas parlé des casseroles de Chirac. Ils n'ont pas parlé dans la mesure, il n'y a pas eu. Il n'y a pas eu. On n'a pas parlé des affaires de Chirac, des billets d'avion, de la mairie de Paris, des frais de bouche. On l'a nommé, mais on n'en a pas fait des enquêtes. Il n'y a pas eu d'envoyé spécial particulier. Non, mais c'est un ensemble. Non, mais d'accord, mais c'est un ensemble. Je vous invite à regarder les JT de l'époque, voir si on n'a pas traité les affaires Chirac. D'ailleurs, vous passez vous-même un extrait du 14 juillet où ces affaires sont abordées pendant 20 bonnes minutes. Non, mais alors parlons du 14 juillet, c'est formidable, puisqu'on le sort, l'exemple, uniquement pour dire comment les journalistes, grosso modo, ne disent rien. C'est-à-dire qu'il est capable de les amener et il ne pose aucune question. Il n'y a pas eu d'envoyé spécial, il n'y a pas eu d'enquête, il n'y a pas eu de. Non, mais que Chirac. La seule chose que fait, qu'on a rajouté dans le scénario, le directeur de la rédaction, c'est qu'on apprend qu'il change au cours de la campagne le nom de la personne qui doit suivre Jacques Chirac, et à la fin du film, on finit par un article du Canard. Bon, il s'avère qu'on a directement pris ça de l'affaire El Kabash. Attendez, un article du Canard qui dit quoi? Attendez, tout le monde n'a pas vu le film. Avant de choisir la personne qui ira suivre Jacques Chirac, qui sera le journaliste dédié à Jacques Chirac, il a demandé à l'Élysée, à Claude Chirac, si la personne qu'il propose serait la bonne. Voilà, donc ça, vous voulez dire que dans l'actualité très récente, on a appris que le directeur d'Europe 1, la radio Europe 1, avait consulté Nicolas Sarkozy avant d'engager un journal. Alors attendez, non, David, David, de grâce, pas la cassette. David, les affaires de Chirac. On est en plein dans les affaires de Chirac. David, on peut parler de la cassette mairie. Il y avait eu un magazine dessus. On peut parler de la cassette mairie. Je suis très bien placé pour de parler de la cassette mairie, dont je connais très bien l'histoire. Il a fallu, Arnaud Hamelin avait cette cassette depuis 1 an et demi. Producteur de télévision qu'il a fait. Il a essayé de la vendre en vain à plusieurs magasins. Attends, David, je finis. Laissez-moi finir. Finalement, elle a été achetée par France 3, c'est ça. Après que Le Monde en a fait un papier, et après moult discussions, enfin, France 3, une fois que l'information, c'est-à-dire... France 3, France 2, tout le monde a traité la cassette mairie. David. Et France 3, la télévision avait les moyens d'en faire un scoop, c'est-à-dire d'être les premiers à donner l'information. Ils n'ont pas voulu, ils ont attendu, ils ont obligé Arnaud à amener la cassette au Monde, et quand le Monde l'a publié, tout le monde l'a repris, et à la fin, pièce à conviction. Bon, alors, ça vous embête pas qu'on parle un tout petit peu de 2007, parce que, non mais, ce débat sur 2002 est très intéressant, et je pense que les téléspectateurs ont bien une idée précise de vos points de vue à chacun. Je pense qu'il y a peut-être un tout petit malentendu entre vous deux. Vous dites, oui, les journaux parlent des affaires délicates, parlent des casseroles, et vous répondez, oui, mais ils n'enquêtent pas. Et il me semble que là, on est dans une distinction... On peut discuter du traitement, on ne peut pas dire, comme dans le film, elle ne s'est pas traitée. Voilà, alors, 2007...
Un exemple 2007, on se demandait tout à l'heure si on était aujourd'hui dans un emballement qui pourrait être comparable à l'emballement de 2002. Alors effectivement, on pourrait le résumer par les questions anecdotiques, Maya. Alors c'est vrai que ces derniers jours, on a assisté à un embryon d'emballement. C'était à propos des bourdes réelles ou supposées de Ségolène Royal, ou alors l'utilisation réelle ou supposée, électorale réelle ou supposée de la police par Nicolas Sarkozy. Alors ces sujets ont fait leur apparition dans la campagne avec un certain succès dans les 20 heures. Nouveau rebondissement dans la campagne de Ségolène Royal. Son porte-parole Arnaud Montebourg lui a présenté ce matin sa démission et ses excuses. L'actualité politique du jour, actualité marquée par une nouvelle polémique autour de Nicolas Sarkozy et de ses fonctions au ministère de l'Intérieur. Encore un couac, je vous le disais, dans la campagne de Ségolène Royal qui a suspendu Arnaud Montebourg. Nicolas Sarkozy qui a démenti aujourd'hui être à l'origine d'une enquête des renseignements généraux sur le patrimoine de Ségolène Royal. Pour les socialistes, pas de doute, derrière cette note se profile l'ombre de Nicolas Sarkozy. Bourde ou pas bourde, Ségolène Royal provoque en tout cas de nouveaux remous diplomatiques. Le climat de la campagne présidentielle devient de plus en plus électrique avec une nouvelle polémique. Depuis hier, les proches de Ségolène Royal demandent la démission de Nicolas Sarkozy. La nouvelle phrase qui fâche circule bien sûr sur Internet. La campagne présidentielle avec encore des remous du côté de Ségolène Royal. François Bayrou a épinglé le ministre de l'Intérieur sur l'affaire du scooter de son fils. Le Canard enchaîné révèle aujourd'hui qu'ils auraient enquêté cette fois sur le patrimoine de Ségolène Royal au mois de novembre à la demande du cabinet de Nicolas Sarkozy. Ségolène Royal, victime d'un canular, piégé au téléphone par un imitateur qui s'est fait passer pour le Premier ministre du Québec. Autre info du jour, signé le Nouvel Observateur, les RG surveillent et fichent les riverains du QG de campagne de Nicolas Sarkozy, rue d'Anguin à Paris. Votre sentiment aujourd'hui, c'est que les journaux télévisés en font trop, pas assez, ou traitent normalement ce type d'affaires, les bourdes, les manips, par rapport au traitement global de la présidentielle? Alors, il y en a qui sont très anecdotiques, il y en a d'autres qui sont plus importantes. Savoir, par exemple, si Nicolas Sarkozy utilise les renseignements généraux au bénéfice de sa campagne, c'est une vraie question. Alors vous me direz, le problème, c'est qu'on n'arrive pas à aller très loin et qu'on n'a pas beaucoup d'informations là-dessus. Vous essayez? Une idée précise? Oui, on essaye, bien sûr, oui. Vous essayez comment? On essaye d'enquêter auprès des gens qu'on connaît, dans les renseignements généraux, pour savoir si oui ou non il y a eu une note sur le patrimoine de fait, pour savoir la réalité de cette note sur Bruno Rebel, le collaborateur de Ségolène Royal. Oui, on essaye de savoir, mais c'est pas simple. Bon, avec le montage, on a l'impression effectivement que ça occupe un temps d'antenne énorme. On a compté, en gros, dans les 15 derniers jours, un cinquième du temps d'antenne consacré à la présidentielle. Un cinquième du temps d'antenne. Bon. Ça vous paraît... Non, je vous pose la question. Ça vous paraît la bonne proportion? Écoutez, en l'occurrence, pour toutes ces histoires, ça me paraît pas choquant, oui. Parce que je pense que d'un côté comme de l'autre, au-delà de l'aspect anecdotique que ça peut avoir, ça révèle aussi des choses importantes. L'utilisation des renseignements généraux, c'est pas anodin. Le flottement de Ségolène Royal sur certaines questions et son rapport au Parti socialiste, c'est pas anodin. Donc je veux dire, ça peut avoir un aspect comme ça un peu frivole. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi des personnellement, choses dans les conférences de rédaction, il y a des sujets un peu bourdes comme ça ou manip que vous avez encouragés ou au contraire que vous avez freinés? Freinés, oui. Par exemple? L'histoire des sous-marins nucléaires, par exemple. Ségolène Royal interrogée sur le nombre de sous-marins lanceur d'engins nucléaires et qui se prend les pieds dans le tapis sur RMC, sur TMC ou je ne sais plus, RMC Info. On en a parlé en conférence, puis on a dit attention, elle s'est trompée, va savoir ce qu'aurait répondu un autre, interrogé sur les mêmes choses. Alors demain, on va lui poser la question sur qu'est-ce que ça représente la politique agricole commune sur le porc ou sur le bœuf. Elle ne va pas connaître le montant non plus. So what? Il y a un moment donné où il faut aussi se dire, et si on faisait plutôt un sujet sur la dette publique ou un sujet sur les politiques fiscales? Voilà, donc, je crois que par exemple vous racontiez à Maya pendant la préparation de l'émission que vous avez aussi freiné un sujet sur les enquêtes des renseignements généraux parmi les riverains de la rue d'Anguin où est installé le QG de Sarkozy. Voilà. Enfin, quand on dit freiner, c'est que ces sujets sont mis sur la table en conférence et qu'on discute du pour et du contre. Par exemple, l'enquête des renseignements généraux sur les riverains, on s'est dit que ça avait un aspect un peu anecdotique, d'autant que nos équipes ont su qu'une même enquête était menée sur les riverains autour du QG de Ségolène Royal. Oui. Donc là, on s'est dit, franchement, est-ce que c'est si important que ça? Voilà, après tout, ça peut paraître naturel. Là où il y a un endroit un peu sensible, de se renseigner un peu sur les gens qui sont autour. En tout cas, ça nous paraissait beaucoup moins important que l'éventuelle utilisation des RG sur des enquêtes sur le patrimoine. Et vous aviez poussé ou sur le Bruno scooter, Rebel. il me semble.
Par contre, il a poussé le scooter. Comment ça, il a poussé le scooter? Il était en panne, le scooter. Il a poussé le scooter. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous aviez un peu insisté pour qu'on parle du scooter du... C'est ce que vous m'avez dit. Oui, on était tous à peu près d'accord. Sur le scooter, on a pensé, oui, que ça valait un sujet. Est-ce que le scooter, pour les téléspectateurs qui n'ont pas forcément suivi l'histoire en ses détails, le fait que la police ait retrouvé en 10 jours les voleurs du scooter du fils de Nicolas Sarkozy. Voilà. Bon, voilà. Et que des moyens importants étaient mobilisés pour cela. Donc, là, il y a cette question de la double casquette de Nicolas Sarkozy qui est quand même présente dans cette campagne et qui n'est pas anodine pour le coup. Donc... David Abiker. Je voulais faire le lien avec 2002 et cette campagne présidentielle qui avait été traversée par ce thème de l'insécurité. Et la campagne de 2007, on sent quand même, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais en 2007, le thème de l'insécurité, il est moins présent. Enfin, on a l'impression que c'est remplacé plus justement par cette rivalité, cette hyper-personnalisation de la campagne. On ne sent pas qu'on est dans une année où le thème sécuritaire est plus présent qu'en 2002. En 2002, il y avait eu le 11 septembre, AZF, et la campagne avait été lancée. Quelle explication en donnez-vous? J'ai l'impression que je crois que c'est la personnalité des deux candidats qui éclipse, à mon avis, des thèmes politiques. C'est-à-dire qu'ils sont tellement fascinants, elle parce que c'est elle et lui parce que c'est lui, que j'ai l'impression que les enjeux politiques de fond disparaissent un peu. Oui, alors que les chiffres ne le justifieraient pas forcément, puisque si la délinquance globale a baissé, la délinquance contre les personnes a augmenté. Oui, mais dans des proportions bien moindres qu'avant. Le thème globalement de l'insécurité est beaucoup moins dans les préoccupations des Français qu'il y a 5 ans. En 95, juste d'un mot, il y avait un thème très fort qui tournait autour de la fracture sociale. Et Jacques Chirac avait été un peu le prescripteur du thème de la campagne autour de ça. En 2002, effectivement, l'insécurité est très importante. La petite difficulté qu'on a aujourd'hui sur cette campagne de 2007, c'est qu'on n'a pas encore le programme de Ségolène Royal. Donc il y a encore une vraie interrogation autour de ce que va être son positionnement. Donc je pense que pour l'instant c'est très focalisé autour des questions de personnes. À mon avis, à partir de la mi-février, ça sera plus facile pour nous de rentrer sur les problèmes de fond. D'abord, je ne sais pas si l'insécurité est moins traitée ou pas. Faudra voir. Je pense qu'elle l'est, mais il faudra avoir quelle proportion dans les chiffres. Il y a quand même, moi j'étais très frappé. J'ai été faire une émission de télé, de radio pour, il faut savoir ce qu'on appelle l'insécurité, pour France Inter. Et il y avait dans le petit flash qu'il y avait après, sur 3 brèves, il y avait 2 brèves sur des questions de chauffeurs de la route. À France Inter à 11h. Donc on a vu l'affaire de Meaux. Dès qu'il y a un fait divers qui arrive dans l'actualité, on sent quand même... L'affaire de Meaux, c'est la mort d'un collégien. La mort d'un collégien où, de manière absolument avec les mêmes réflexes, tout d'un coup, on se retrouve, avant même qu'il y ait enquête, c'est le fait divers... Non. Il y a eu un emballement formidable. Il y a eu un emballement formidable sur Meaux. Il y a eu un gros emballement aussi sur les tentes et la question du logement pendant 1 mois. Parce que, donc, je veux dire, après, on peut trouver un flash de France Inter, on peut aussi trouver d'autres choses. C'est vrai que vous nous expliquiez vos choix, vous nous disiez, ça reprend un peu mon image de la nitroglycérine en début d'émission. Tous ces sujets sont délicats, donc ne faisons pas n'importe quoi. Je voudrais juste vous soumettre un exemple. C'est vrai que des fois, on ne comprend pas bien quels sont les critères de vos choix. Je voudrais qu'on compare 2 couacs, Maya. Le premier couac, c'était il y a une quinzaine de jours. C'est la polémique qui éclate entre la candidate socialiste et le premier secrétaire du parti, François Hollande. Et on en parlait c'était sur les impôts et on en parlait dans les JT. La polémique enfle sur la fiscalité après les déclarations des leaders du Parti socialiste. François Hollande s'est prononcé, vous le savez, pour des hausses d'impôts pour des contribuables gagnant plus de 4 000 € net par mois. Ségolène Royal, qui présentait ses vœux aujourd'hui en Poitou-Charentes, a promis à l'inverse qu'il n'y aurait pas de fiscalité nouvelle. Cette information principale en politique, une polémique inédite entre un chef de parti et sa compagne, candidate à l'élection présidentielle. Ségolène Royal est bien obligée de le constater. Il y a du désordre dans la maison socialiste. On savait bien que les impôts seraient l'un des thèmes de la campagne présidentielle, mais personne n'avait imaginé qu'un tel sujet serait à l'origine d'un couac entre le numéro 1 du PS et la candidate socialiste. Entre le premier secrétaire et la candidate, y a-t-il l'épaisseur d'une feuille d'impôt? En tout cas, les propositions de François Hollande en matière de fiscalité sèment le trouble au PS. Voilà, et ça avait en tout occupé 13 minutes de temps d'antenne sur les 3 chaînes. Sur les 3 principales chaînes. Alors ça, c'était pour un couac à droite. En revanche, à gauche, pardon. Alors en revanche, un couac à droite quelques jours plus tard. À droite, ouais, c'était le 24 janvier, pardon. Alors premier temps, c'est Nicolas Sarkozy qui déclare que le CNE, donc le contrat nouvelle embauche, est un progrès et qu'il veut s'en inspirer pour créer un contrat de travail unique. Deuxième temps, c'est après 2 jours de tollé
est à gauche et dans les syndicats, mais pas à la télé. Xavier Bertrand, son porte-parole, corrige le tir. L'intention, dit-il, n'est pas de généraliser le CNE, qui a, explique-t-il, des défauts comme par exemple l'absence de motivation de la rupture du contrat. Troisième temps, c'est 2 jours plus tard, cette fois c'est Dominique de Villepin qui met son grain de sel. Le CNE, dit-il, est aujourd'hui une référence, rectifiant ainsi le rectificatif de Xavier Bertrand. Et on n'a pas pu montrer d'image, puisque effectivement, pas une seule image à la télé sur ce couac. Alors, un couac à gauche, 13 minutes, un couac à droite, rien du tout. C'est quoi les critères? Ça n'a quand même pas grand-chose à voir. Que Dominique de Villepin exprime une position différente de celle de Nicolas Sarkozy sur le CNE, ça surprendra personne, enfin je pense. Oui, mais enfin que on s'attend beaucoup plus à ce que François Hollande et Ségolène Royal aient les mêmes positions qu'entre les 2 rivaux de la majorité, Dominique de Villepin et Nicolas Sarkozy, qui se, pardonnez-moi l'expression, tire la bourre depuis 2 ans. Question, est-ce qu'une divergence dans un couple qui vit maritalement est plus sexy à la télévision qu'une divergence dans un couple qui ne vit pas maritalement, puisqu'ils se détestent et ils ne sont pas en couple? C'est une bonne question et je suis sûr que les gens se la posent. On a fait ça parce que c'était François Hollande et Ségolène Royal. Mais il se trouve que François Hollande, par ailleurs, est secrétaire général et premier secrétaire du Parti socialiste, et que depuis le début de cette campagne, le PS a l'impression d'être tenu à l'écart par l'entourage de Ségolène Royal. C'est la grande raison du flottement. Donc les facteurs personnels n'ont joué aucun rôle dans votre décision de traiter ce couac-là, plutôt que d'autres? Non. Ben voilà une réponse claire. Vous êtes convaincu, David? Non. Très bien. Écoutez, merci à tous deux d'avoir participé à ce débat sur le 20h et la présidentielle. Arrêt sur image revient dimanche prochain, 12h38. Au revoir à tous. C'était Arrêt sur image. Arrêt sur image que vous pouvez pas plus tard que dans 1 heure voir